Salut à tous, bienvenue sur les Sentiers du Réel, je m'appelle Alexis. Salut à tous, bienvenue sur les Sentiers du Réel, je m'appelle Alexis. Aujourd'hui, nous allons parler d'histoire et d'ésotérisme. Est-ce que les deux se marient bien? Est-ce qu'ils sont compatibles? Est-ce que les historiens sont par exemple férus d'ésotérisme? Est-ce que les ésotériques sont férus d'histoire? Enfin bref, on est là pour ne pas faire surtout de drama et de compétition et de match nullement. Aujourd'hui d'ailleurs, j'accueille un spécialiste de la question, il s'appelle Ludovic, vous le connaissez sûrement ou pas. Il a une chaîne, tout comme moi, sur YouTube qui s'appelle Arcana, les mystères du monde. Ça fait déjà un petit temps quand même qu'il travaille sur cette chaîne. On va un petit peu en parler, bien entendu. J'accueille tout de suite Ludovic. Comment vas-tu? Salut. Eh bien, bonjour Alexis et merci beaucoup de ton accueil. C'est un plaisir que c'est la première fois qu'on se rencontre. C'est vrai qu'on nos chaînes respectives se sont côtoyées. On a, j'imagine, des spectateurs en commun. Donc voilà, c'est un plaisir aujourd'hui de se rencontrer et puis de faire cette émission ensemble. Mais en tout cas, je te remercie vraiment d'avoir accepté et je te félicite déjà d'emblée pour tes 260 000, si je ne dis pas des bêtises, abonnés. 250, n'allons pas trop vite, 250, mon n'allons pas Dieu, bah trop écoute, vite. on est déjà à 260, tant qu'à faire, soyons fous. Ce sera pour un futur proche. Les auditeurs qui écouteront 10 000 abonnés après le confirmeront. Non, en tout cas, félicitations, et puis surtout cette progression. Et c'est ce que je disais justement en off. Toi, t'en as justement rien à foutre du, du, du format YouTube actuel qui tend à faire des vidéos courtes, même voir, tu sais, des shorts. Maintenant, c'est voilà, on est dans une autre époque. Toi, tu y vas, tu fais ta petite vidéo avec ton sujet, 2 heures, 3 heures, peu importe. Du moment que tu y vas, du moment que tu mets les détails qu'il faut, et voilà. Et comment ça se passe? Est-ce que les gens arrivent à se Je, concentrer? je vais te raconter une anecdote qui illustre bien cette problématique. Un beau jour, il y a 3 4 ans de cela, je me suis rendu compte que mes vidéos longues plaisaient aux gens. Plaisaient aux gens, les vidéos longues, hein, c'est-à-dire 2 3 heures. Et du coup, j'ai fait un sondage dans YouTube en demandant, vous préférez les vidéos longues ou les vidéos courtes? Du coup, à peu près 85% des gens ont dit qu'ils préféraient les vidéos longues parce que je disais, bah tiens, je suis curieux, vous aimez visiblement les vidéos longues, dites-moi, vous aimez les vidéos longues ou courtes, quoi. Donc, ils aiment les longues. Puis longtemps plus tard, j'ai eu des vidéos courtes qui ont fait pas mal qui ont buzzé un petit peu. Du coup, j'ai proposé un sondage en disant, vous aimez bien les formats courts comme ça, etc. Et 85% ou 90 m'ont dit qu'ils adoraient aussi ça, les formats courts. Donc en fait, les gens sont contents. Les gens sont contents sur les formats longs, sur les formats courts. Que faire avec tout ça? Et bien du coup, en fait, j'arrête de me poser cette question définitivement en disant, c'est simple, il y a des sujets qui peuvent être expliqués en 10 15 minutes. Voilà, on va raconter le mythe d'un dieu spécifique. Et il y a des sujets où ce n'est pas possible. Comment veux-tu expliquer ce qu'est l'hermétisme par la tradition ésotérique en 20 minutes? Ce n'est pas possible. Ou alors on va dire du n'importe quoi, on va réciter Wikipédia, et ça n'a aucun intérêt. Donc là, on est obligé de prendre un petit peu de temps, peut-être 40 minutes, peut-être 50 minutes, etc. Et là, je te prends un dernier exemple. Je traite par exemple, de démonologie, c'est-à-dire de figures dites démoniaques qu'on va analyser sur les mythes, les symboles, les origines. J'ai traité il y a quelque temps Méphistophélès. Méphistophélès, même en tirant tous les fonds de tiroir, en grattant partout, en 15 minutes, c'est résumé. Et là, actuellement, je suis en train de travailler sur le mythe de Lilith. Ben, Lilith, au début, je devais faire une vidéo de 20 minutes, puis la vidéo de 20 minutes est devenue 40, la vidéo de 40 va faire en fait un peu plus d'1 heure. Parce que ça nécessite plus de temps. Alors du coup, le format, on s'en fiche, il faut prendre le temps qu'il faut pour un sujet. Voilà. Magnifique, merci pour ta réponse. Et puis surtout, c'est vrai que voilà, faut bien se dire, c'est ça que je disais aussi hein, avant l'interview, c'est que quelque part, tu poses toi une vidéo, alors toujours avec, parce qu'il faut le signaler visiblement dans certaines communautés, toujours avec, alors je vais pas dire neutralité, mais tu te mets quand même, t'as quand même pas forcément une neutralité, mais tu permets quand même cette ouverture d'esprit. Tu n'es pas toi fermé. Tu exposes ce que toi tu as étudié, ce que toi tu as trouvé comme information. Et voilà, ça plaît ou ça plaît pas, c'est le même prix, mais en tout cas, ça plaît et tant mieux. Et c'est très intéressant. Et comme tu dis, au moins, on rentre pas dans ce format Wikipédia fast-food, quoi, hein.
Oui, avec quelques petites nuances. Déjà, j'essaie, quand je propose un travail, qu'il soit historique, ésotérique ou les deux en même temps, j'essaie de faire au possible qu'il soit sourcé, m'appuyer sur des sources, éventuellement des travaux de gens qui m'ont précédé, histoire de mettre un petit peu de stabilité, de fondation solide à mes recherches. Néanmoins, euh, j'aspire à la neutralité. J'ai pour but de présenter un sujet de façon objective. Néanmoins, c'est impossible. Personne n'est absolument neutre. On ne peut pas y prétendre. On peut essayer en faisant fi de ses croyances et tout un tas d'autres choses. Donc, comme je le répète souvent à mon public, bien sûr, j'ai des croyances, c'est comme ça. Je fais en sorte de ne pas les imposer dans mes vidéos. Mais néanmoins, à certains moments, je dois informer les gens de ce en quoi je crois à titre personnel, histoire qu'ils puissent détacher ma pensée de ce que je vais proposer. En disant, alors attention, sur ce sujet-là, je pense à une vidéo que j'ai faite sur Stanislas de Guaita, un occultiste fin 19e. Stanislas de Guaita est sûrement la personnage mais la plus précieuse dans le domaine de l'ésotérisme. Fatalement, je ne suis pas objectif. Je vais avoir du mal à trouver des points négatifs à ce personnage. Donc, j'informe mon public en disant, il y a un risque que je ne sois pas totalement objectif. Voilà, c'est tout. C'est l'honnêteté intellectuelle, ni plus ni moins. Mais c'est très bien. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup qui le font en plus. Et je trouve que ça permet aussi d'avoir une clé de compréhension pour l'auditeur qui débarque, qui est soit averti, soit qui est je veux dire, complètement débutant en la matière et qui veut en savoir plus, c'est au moins d'avoir cette clé de compréhension et comme tu dis, une honnêteté, finalement, voilà, une clarté, une transparence, enfin, on dira ça comme on voudra. Mais toujours est-il que nous allons aujourd'hui, tu m'as proposé donc ce sujet bah, qui m'intéresse énormément, comme je le disais en introduction, donc l'histoire, l'ésotérisme sont-ils compatibles? Je sais pas si ça va être le titre de la vidéo, mais en tout cas, c'est un peu prétentieux, mais en tout cas, c'est très intéressant parce que, effectivement, bah, pour avoir rencontré des gens qui sont historiens, généralement, ben, ils se basent sur des bouquins et ou en tout cas sur des écrits. Quid de la tradition orale, ça, on y reviendra peut-être. Mais en tout cas, toujours est-il que je n'ai jamais entendu, par contre, d'ésotérique renier ou complètement mettre l'histoire de côté. Au contraire, c'est même un outil précieux. Donc aujourd'hui, voilà, tu vas nous présenter un peu ce sujet-là et je t'écoute. Nous sommes tout oui, mon cher Ludovic. Eh bien, merci Alexis. Alors, c'est un sujet éminemment complexe, hein. Alors, je pense qu'on n'est pas prévu de faire une conférence précise avec tout un tas d'éléments pour parler du sujet. C'est plutôt librement qu'on va pouvoir s'exprimer sur ce sujet. Déjà, reprendre un petit peu les termes. L'historien, c'est celui qui étudie l'histoire des civilisations, l'évolution des sociétés, avec une chronologie, avec des sites, avec du matériel archéologique, mobilier, etc., pour l'archéologue, et des sources textuelles écrites pour les historiens. L'adepte de l'ésotérisme, lui, sous toutes ses formes, hein, l'ésotérisme, plein d'écoles, hein, bien sûr, mais de façon générale, l'adepte de l'ésotérisme est quelqu'un qui a une voie mystique, une quête, une recherche de quelque chose de nature immatérielle, de nature quête de l'absolu, parfois peut-on le dire, les hermétistes, les kabbalistes, les soufis, les gnostiques, peu importe. Et ces gens travaillent par leur intellect, par l'analyse de leurs ressentis, de leurs émotions, de leurs expériences et tout un tas d'autres choses. Donc, c'est deux domaines qui, de facto, sont antinomiques à la base. Maintenant, le gros problème, c'est que l'ésotérisme, on peut aussi l'étudier en tant que domaine de recherche sur le plan historique. C'est-à-dire qu'on peut dire, à telle époque, je ne sais pas, au IVe siècle avant Jésus-Christ dans la Grèce antique, l'ésotérisme de l'époque, c'était ça. Les gens croyaient en ça, ils faisaient ces rituels, leur objectif, leur quête, c'était ça, les symboles, c'était cela, etc. Et ce n'est pas tout à fait les mêmes que, par exemple, dans l'ésotérisme musulman du IXe siècle. Et ce n'est pas encore tout à fait les mêmes que dans l'alchimie et l'hermétisme de la Renaissance du XVIe siècle. Voilà. Donc, on peut étudier l'ésotérisme sur le plan historique. Le gros problème maintenant, c'est que souvent, les historiens qui se sont intéressés à l'ésotérisme sont des gens qui ne sont pas des adeptes de l'ésotérisme. Ce n'est pas un reproche, c'est juste une constatation. Et cela amène toujours un résultat quasi identique, qui est qu'on peut en effet étudier objectivement les dates, la chronologie, les pensées, les croyances et tout ce que l'on veut. Le problème, c'est qu'il y a le manque de l'expérience vécue qui fait que les gens font rapidement tomber l'ésotérisme dans une religion. Rapidement tomber dans une religion, dans un corpus de croyances extrêmement fermé. Et de l'autre côté, on a aussi un problème, c'est que certains adeptes de l'ésotérisme qui s'essayent à l'histoire vont aussi mythifier leur histoire, pour des raisons totalement différentes. Les premiers, qui sont tout à fait de bonne foi, et qui vont étudier l'histoire et qui vont chercher à comprendre l'origine de leur tradition, de leurs croyances, de leurs rites, et qui vont chercher dans des civilisations anciennes la source à ces rites, et encore une fois de façon bienveillante,
mais qui malheureusement souvent n'ont pas les outils et les armes de l'historien. C'est-à-dire que si on veut faire de l'histoire, il faut se former. Il faut se former à l'analyse et la critique et la contextualisation des sources. Puisque tu parlais de tradition orale il y a un instant. La tradition orale, il ne s'agit pas de la nier. Il ne s'agit pas de l'écarter, de la mettre dans une poubelle. Il s'agit de la prendre pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une tradition orale qui est de facto impossible à dater. Et donc très difficile aussi à contextualiser, et donc encore plus difficile à critiquer. Je prends un exemple concret, le mythe du déluge. Le mythe du déluge, on a souvent répété dans les milieux ésotériques qu'il y a 400 ou 500 mythes du déluge sur la planète. C'est vrai, dans l'absolu, c'est totalement vrai. 494, si je ne dis pas de bêtises, au dernier recensement. Mais combien sont écrits? Combien peuvent être datés et contextualisés? 6 ou 7, à peu près. Donc, ça ne veut pas dire que les autres sont faux, ça veut dire qu'ils ne sont pas une source primaire. Ils sont une source qu'on va pouvoir étudier, mais seulement en tant que complément, pour essayer d'apporter des éléments supplémentaires. Alors, pour revenir à nos ésotéristes qui s'essayent à l'histoire, ça c'est la première catégorie. Il y en a une deuxième. La deuxième, c'est ceux qui font de l'histoire, mais seulement dans le but de créer une sorte de mythologie personnelle. Ça, c'est le cas, par exemple, qu'on va trouver chez les Rosicruciens, chez les francs-maçons, chez les unités de Bavière ou tout un tas d'autres. Le but, quand ils présentent l'histoire, ce n'est pas de raconter quelque chose de fidèle, c'est d'illustrer une fable mythique qui va donner une sorte de code initiatique, une sorte de processus initiatique via le jeu de l'histoire, en disant, je prends l'exemple des francs-maçons, le maître Hiram, le temple de Salomon, la mort d'Hiram, la résurrection d'Hiram et tout un tas d'autres choses. Sur le plan historique, la plupart d'entre eux savent que c'est totalement absurde. Mais cela permet de créer un mythe fondateur et donc de créer un process rituel par duplication de la fable. Et le troisième domaine des ésotéristes qui s'essayent l'histoire, c'est ceux qui en réalité ne font pas d'ésotérisme. Ça, c'est sûrement la catégorie la plus délicate. Donc des gens arrivent, se présentent, ça on le voit beaucoup sur Facebook, des gens arrivent, disent, on va parler d'ésotérisme, et là, on va nous balancer une photo avec des symboles, genre une Kundalini, les deux serpents, le caducée d'Hermès, les deux serpents, le brin d'ADN, les deux serpents. Et on va dire, ça c'est de l'ésotérisme. Et en quoi c'est de l'ésotérisme? À la limite, c'est de la science. La science où on se pose la question, est-ce que les gens de l'Antiquité avaient possiblement une connaissance de l'ADN humain? La question est posée, hein, je n'ai pas de réponse, hein. Ce n'est pas du tout mes domaines de compétences, mais en quoi cela est de l'ésotérisme? Quel est le rapport avec une quête mystique de l'absolu? Il n'y en a pas. C'est que le problème de l'ésotérisme, qui a été tellement critiqué, tellement malmené, au point qu'on utilise les termes de zozotérisme aujourd'hui pour nous qualifier, fait qu'aujourd'hui l'ésotérisme, c'est devenu un mot valise pour définir un ensemble de choses qui n'ont rien en commun. Le yéti et les cryptides, c'est de l'ésotérisme. L'ufologie, c'est de l'ésotérisme. La magie noire, c'est de l'ésotérisme. La magie blanche, c'est aussi de l'ésotérisme. L'hermétisme, c'est aussi de l'ésotérisme. La langue des oiseaux, c'est de l'ésotérisme. Et l'architecture de la grande pyramide d'Égypte, c'est aussi devenu de l'ésotérisme. Mais en quoi c'est de l'ésotérisme? C'est à la limite des sciences que l'on peut questionner, qu'on peut s'interroger, mais ce n'est pas à la base de l'ésotérisme. Donc, cette troisième catégorie sont des gens qui pensent faire de l'ésotérisme, mais en fait qui tentent d'avoir une lecture des civilisations anciennes, du passé, des sciences et tout un tas d'autres choses, qui, du coup, utilisent le mot valise ésotériste parce qu'on leur a imposé, en fait, en réalité. Et aujourd'hui, beaucoup de livres, ça m'a fait beaucoup rire. Désolé, je suis un peu bavard. Mon livre que j'ai écrit et qui est sorti il y a 2 ans est un livre, c'est un essai historique. Un essai historique sur les civilisations de l'Antiquité et qui tente d'étudier aussi les croyances de ces mêmes peuples afin de comprendre leur mécanique de pensée à une époque donnée. Ce n'est pas du tout un livre d'ésotérisme. Je n'y parle à aucun moment d'ésotérisme. C'est un livre d'histoire, un essai historique et de mythographe. Mais dans certaines librairies, il est rangé dans le rayon ésotérisme. Pourquoi? Bien parce que tout simplement, vu que je ne suis pas un historien diplômé, je suis fatalement, possiblement un adepte des sciences occultes, je me revendique comme occultiste. Donc fatalement, pour certaines personnes, vu que j'ai écrit un livre d'histoire, c'est forcément un livre d'histoire, mais à nature ésotérique. Donc je me suis rangé, possiblement, dans la catégorie ésotérisme dans une librairie. Ce qui n'a aucun sens, aussi bien pour les adeptes de l'ésotérisme que pour les historiens. Donc on est le cul entre deux chaises, si tu me permets. Donc, selon toi, ton bouquin aurait dû être dans une autre catégorie qui n'existe peut-être même pas Oui, encore ou... là j'allais dans la caricature. Dans la plupart des cas, il est rangé dans le bon rayon. C'est dans quelques exemples, il ne l'est pas. Oui, on comprend quand même le ton de ta chaîne quand on y va, enfin, en tout cas, quand on la découvre pour la première fois, que clairement, oui, c'est vrai, là, surtout récemment, tu
tu présentes beaucoup de sujets justement ésotériques, mais toujours avec cette connotation historique, historienne plutôt. Tu te dis toi-même d'ailleurs non historien diplômé. Enfin, je veux dire, on peut être historien, on peut être scientifique, on peut être alchimique, on peut être magicien, même sans avoir passé des examens. C'est ce que je dis dans chaque émission. De la magie, on en fait tous les jours. Le fait de vivre, c'est déjà de la magie. Déjà de se réveiller le Ouais, je vois matin. ce que tu veux dire. Et... mais bon, donc bref, pour en Mais revenir, c'est si, vrai si que... tu veux, pour Hmm. ce terme, dans Oui, oui. l'absolu, les gens peuvent passer une licence, un master et une thèse dans les domaines vastes de l'histoire, mais le diplôme d'historien en tant que tel n'existe pas. On va dire docteur en ci, docteur en ça, ou masterant en tel ou tel domaine. À la base, on est historien uniquement par reconnaissance par ses pairs. Donc, si des pairs me reconnaissent, je suis historien pour eux, bien évidemment, sans avoir pour autant de cursus. Je vais souvent rappeler, mais Hérodote non plus n'était pas historien du diplôme, si on va par là. Ceci étant dit, euh, oui, on peut utiliser pas mal de catégories. Moi, j'utilise le mot occultiste pour une raison extrêmement simple, en référence au mouvement philosophico-ésotérique de la fin du 19e, qui est un groupe de personnes qui sont à cheval entre d'un côté les croyants, c'est-à-dire les religieux, dogmatiques, et de l'autre côté les scientistes, pas les scientifiques, hein, les scientistes qui sont des dogmatiques de la science, ceux qui disent passez votre chemin, il n'y a rien à voir, rien n'existe, etc. Donc on a les deux extrêmes et les occultistes se placent entre les deux, tentant de réconcilier la tradition ancienne, enfin, les traditions anciennes, avec le progrès des sciences modernes. L'idée c'est de dire bah oui, voilà les éléments qu'on a dû passer, mais ne crachons pas dans la soupe, hein. On a aussi des nouvelles approches, on a aussi de nouvelles sciences, il faut le prendre, et on va essayer de regarder tout ça ensemble et voir s'il y a des cohérences. Donc c'est ça en fait le mouvement de l'occultisme. Donc j'utilise ce mot pour définir mon intérêt pour les sciences, pour la tentative de compréhension du passé, sans néanmoins renier les recherches nouvelles, futures et autres. Bien sûr. Ouais, il faudrait remettre un petit peu au goût du jour le mot ésotérique aussi. Ésotérique, c'est aussi tout ce qui est un peu caché, tout ce qui est un peu intérieur, et exotérique, c'est plutôt voilà tout ce qui est Je serais tenté de dire ouais, l'occulte, ouais, l'occulte après plus. ouais. L'ésotérisme a quand même une notion liée à la spiritualité, c'est-à-dire que Oui, oui, je complètement. vois ce que tu veux dire, Mais c'est plus caché, mais c'est plus, disons. y a quelque chose qui a trait à la métaphysique quand même. C'est-à-dire que dans l'absolu, si on a, je ne sais pas, un groupe secret, une fraternité dite occulte qui cherche, dans la caricature, mais qui cherche par exemple à prendre le contrôle du monde, disons, ce n'est pas de l'ésotérisme. C'est une fraternité occulte qui a qui établit un complot, une malveillance dans une visée politique, mais ce n'est pas de l'ésotérisme. Par contre, si on a une autre société dite secrète qui pratique des rituels dans le but d'entrer en contact avec des entités de l'invisible, là c'est de l'ésotérisme, parce qu'elle traite de la métaphysique. Oui, donc en fait, quelque part, toi, tu fais quand même. Alors, je suppose que tu choisis aussi tes sujets dans comment dans l'espoir, même pas dans l'espoir, c'est même pas ça, c'est euh, en sachant très bien que tu vas trouver quand même des écrits, en tout cas des sources, je suppose même parfois à l'étranger. Est-ce que tu t'arrives d'ailleurs là je saute du coq à l'âne complètement dans ma question, mais après on reviendra à la question de base. Est-ce que tu d'ailleurs parles anglais? Est-ce que tu vas voir justement sur d'autres sites, dans d'autres langues éventuellement? Ou alors tu vas me dire maintenant Google Traduction, machin, ça fonctionne, mais enfin bref, c'est un peu bancal. Est-ce que justement il n'est pas utile parfois de sortir aussi de ce Sa zone cocon, de confort. de sa zone de De sa confort? zone de confort, bien sûr. Oui, bien sûr. Alors déjà, bon, j'ai une maîtrise suffisante de l'anglais pour pouvoir accéder aux sources, néanmoins pas suffisante pour tout, loin de là. Pour illustrer le propos que tu donnes actuellement, j'ai pour projet de faire plusieurs vidéos sur l'ésotérisme asiatique, et plus précisément japonais. Donc l'homme Nyodo, le Mikyo et quelques Yokai, autres choses. etc. Or, les Ouais. sources en français sont quasi inexistantes. Les sources en anglais sont pas beaucoup plus nombreuses Non, non. ou passablement mauvaises. Alors du coup, bah, ça fait un an que j'apprends le japonais. Ah Parce que la oui! seule façon pour moi de pouvoir. Ouais, 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 ça... Eh oui, So petite Disney! année. So Disney! Se dessiner, oui, mais ça va très bien. L'idée, c'est que je vais pouvoir accéder aux sources directement. Alors là, on parle d'un projet dans 4 ou 5 ans, le temps d'avoir une maîtrise suffisante de la langue, et encore, bien évidemment, mais parce que c'est ma passion, parce que ça m'intéresse, et voilà, tout simplement. Après, pour répondre à ta question sur le choix des sujets, j'ai quand même une ligne éditoriale assez précise qui dit je ne fais que ce que j'ai envie et que ce qui me plaît. Si je fais un sujet, c'est qu'il me plaît. Je ne fais aucun sujet qui ne me plaît pas ou qui ne m'intéresse pas. Alors, parfois, ça arrive que des personnes me proposent des sujets et parfois, elles me proposent un truc et disent ah ouais, putain, c'est pas mal, quoi. Du coup, c'est intéressant. Du coup, je vais le faire possiblement. Mais parfois, il y a plein de sujets qu'on me propose qui ne m'intéressent absolument pas et que je ne traiterai jamais, sauf si un jour j'ai le déclic et me prend l'envie tout d'un coup de le faire. Donc, je ne fais que ce qui me plaît.
Ça, c'est une règle, puisque si quelque chose me plaît, je vais le faire bien, au possible. Du moins, essayer de le faire On se bien. comprend. On Voilà. travaille de la même manière. Bon, peut-être qu'il y a des sujets qui seraient un peu putaclic, un petit peu plus buzz, peut-être, je n'en doute pas, mais non, non, je vais pas faire les choses qui me déplaisent pour ça. Voilà, et de toute façon, est-ce que toi tu crois, alors là pour le coup, là je sors un petit peu de l'historien, disons un peu plus terre à terre, est-ce que tu crois toi à l'ange de la bibliothèque, celui qui te guide vers justement des informations et qui tout d'un coup, cette information qui te semblait impossible à trouver, t'est donnée là sur un plateau d'argent parce que simplement tu es dans cette quête de trouver une information pour ce sujet-là. Est-ce que tu as l'impression d'être parfois un peu guidé, voilà, en d'autres termes, hein, sans rentrer dans... Si tu me permets, Alexis, je vais te répondre de deux façons différentes. La première réponse que je vais te faire sera tout à fait primaire et tout à fait péremptoire et surtout tout à fait personnelle, puisque c'est mes croyances. Ma croyance me dit oui. Je suis d'accord avec toi, je pense qu'il y a des forces de l'invisible, je pense qu'il y a un grand fluide, quelque chose qui existe, et qui fait que dans certaines conditions, je peux être guidé, mené, conduit, inspiré par ces forces dites de l'invisible, quelles qu'elles soient. Ça, c'est ma croyance. Voilà. Une fois qu'on a dit ça, on passe un petit peu dans le domaine de l'histoire sur ce sujet. Sans développer tout, parce qu'on n'aura pas le temps, mais en gros, ce que tu dis avec tes mots, ce que tu illustres, c'est une croyance qu'on appelle un mythe invariant. C'est-à-dire qu'il y a à peu près tous les peuples de la planète qui l'ont défini, qui l'ont dit, qui y ont cru à des époques données. Donc, la science ne peut pas prouver que c'est vrai. En revanche, il est clair et net que les anciens Scandinaves appelaient ça la fylgja, c'est-à-dire un esprit, une sorte de double astral du corps, qui est là comme une sorte d'entité extérieure, comme un ange gardien, qui guide sur toi, qui veille sur toi, qui peut te conduire ou t'assister dans certaines circonstances. Et pire que ça, c'est que quand ton corps physique meurt et que ton âme va possiblement rejoindre un hypothétique au-delà, eh bien cette fille-là, elle va passer à des descendants. Elle va continuer à soutenir ton clan, ta famille, de génération en génération. Alors chez les Grecs, on l'appelait d'un mot savoureux, puisque bien déformé de nos jours, c'est le daimon, pas le démon, le daimon. Le daimon, le génie de Socrate, hein, si tu préfères, c'était cette force invisible qui était là, qui pouvait te guider, te lier, te connecter aux dieux et tout un tas d'autres choses. Chez les Yoruba en Afrique, on appelait ça, que je dise pas de bêtises, euh, le Oji ou le Ojiji. Je ne sais plus, peut-être me tromper sur le terme exact. Je fais une vidéo sur la chaîne qui le reprécise. Mais voilà, on a toujours cette idée de cette sorte d'ange gardien qui est là à côté de nous et qui nous guide, etc. On l'a chez les Aztèques, on l'a au Japon, on l'a en Chine, on l'a partout en fait. Donc, euh, pour reprendre les mots de Claude Lecouteux, qui étudiait ces phénomènes donc d'entités invisibles ou d'anges ou de tout ce qu'on veut ou de fées, par exemple, tout en étant historien, Claude Lecouteux. Il a dit aujourd'hui, beaucoup de gens arrivent en disant oui, mais toutes ces croyances sont absurdes. Aujourd'hui, nous qui sommes devenus si intelligents, nous savons que c'est des superstitions et que tout ceci n'existe pas. Sauf que Claude Lecouteux leur répond habilement, dit le truc, c'est que c'est quand même un petit peu facile de traiter tout le monde de crétin depuis la nuit des temps. Et si tout le monde, sans se connaître, dans des époques variables, ont tous adhéré à un concept sensiblement équivalent, c'est qu'il y a quelque chose, un élément central qui amène à cette croyance. On n'est pas en train de dire que c'est vrai, mais en tout cas, il y a un élément commun. Et cet élément commun, nous le cherchons, si je puis dire. Ce serait presque une question de conclusion, et c'est pas le cas, mais est-ce que tu penses qu'un jour on arrivera à faire entendre, alors c'est peut-être une idéologie de ma part, et c'est peut-être pas important non plus, est-ce que tu crois qu'il y aurait cette réconciliation, ou a-t-elle déjà eu lieu? Peut-être toi, dans certains milieux, as-tu déjà quand même rencontré des personnes qui sont tout à fait OK avec l'histoire, de relier l'histoire à l'ésotérisme et vice-versa, et vice-versa? Ou est-ce que c'est vraiment sans importance finalement? Oui, il y a des personnes qui, je pense, réussissent habilement le mariage. Déjà, il y en a eu au cours de l'histoire, bien sûr, notamment au 19e et au début 20e. C'est un peu plus difficile, je pense, aujourd'hui, pour plusieurs raisons. Déjà, le fait que la mouvance New Age, dans sa globalité, porte en elle le meilleur comme le pire, en fait, en réalité, et donc traduit une certaine ubérisation de l'ésotérisme, un nivellement par le bas, globalement, et qui aujourd'hui se marie aussi avec la fainéantise de la société. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne prennent plus le temps de lire, plus le temps de réfléchir et tout un tas d'autres choses. On pourrait y revenir, si tu veux. Mais je pense qu'aujourd'hui, les gens réussissent habilement le mariage. J'ai l'aspiration à y arriver, tout simplement. En revanche, je ne pense pas que ça puisse être un phénomène global. Je ne crois pas que l'humanité, dans son immense généralité, peut tout d'un coup arriver à cet habile mariage. Pourquoi? Parce que quand on s'intéresse au domaine de l'ésotérisme, il ne faut pas oublier un élément central, c'est que par nature, c'est fermé ou hermétique, on va dire.
Alors, il ne s'agit pas de dire hermétique au sens c'est interdit, seuls ceux qui ont le bon porte-monnaie ou le bon ci ou le bon ça vont pouvoir rentrer. C'est une sorte de porte invisible qui est de là et que, en fait, il faut franchir. Et que beaucoup de gens ne franchissent pas, tout simplement. L'ésotérisme, c'est quelque chose d'intérieur. Donc, fatalement, si on est hors de ce champ, eh ben, à libre à nous de faire la démarche pour s'intéresser à ces sujets, ouvrir des portes. Et puis, si on ouvre des portes, eh ben, on peut cheminer, tout simplement. Donc, l'ésotérisme, par nature, suggère, ce n'est pas une voie passive, c'est une voie active. Donc, l'individu doit faire des efforts et arpenter le chemin. Donc, ça ne peut pas être global. Non, non, voilà, exactement, on est d'accord. Euh, donc, tu as fait effectivement une vidéo sur ta chaîne et j'invite surtout les auditeurs à écouter ou à prendre le temps d'écouter. C'est une vidéo ô combien intéressante et je suis presque obligé de mettre mes lunettes, quoique. Donc, tu as fait, bah, en fait, tu expliques ta vision de l'ésotérisme. Alors, on va pas reprendre tout ce que tu as dit parce que tout est là dans cette vidéo, hein, je la mettrai en lien. De toute façon, c'est la vidéo de l'accueil sur ta chaîne. Et donc, tu as fait cette vidéo longue de 3 heures. Encore une fois, le temps n'est qu'une notion, bien entendu. Si on s'intéresse au sujet, ça va passer en un clin d'œil. Si on s'y intéresse pas, ben on va s'ennuyer, hein, pour rester poli, parce que maintenant Tout sur YouTube, il faut simplement. rester poli. Et donc, c'est pas plus mal finalement. Et donc, tu expliques. J'ai adoré rapidement, si tu peux replacer un peu ça. Tu expliquais que quelque part on a tous, ça c'est certain, c'est humain, c'est ce que tu disais déjà en introduction, on a quelque part des acquis. Des acquis, que ce soit culturel, que ce soit finalement dans l'éducation, que ce soit de manière, voilà, c'est un héritage, quelque chose dont on a été influencé par tel ou tel média, voilà, papier, vidéo et j'en passe. Et donc, quelque part, c'est de pouvoir mettre en sourdine tous ces acquis pour pouvoir avancer dans une recherche. Et c'est très difficile, tu l'expliques en plus, tu l'expliques brillamment pour parler français, tu l'expliques brillamment parce que c'est déjà de se poser la question, c'est déjà énorme. En fait, ça veut dire que déjà on sort quelque part de cette condition justement d'humain, j'ai envie de dire, de personnes formatées. Hein. On est formaté, et encore une fois, c'est formaté là pour le coup, pas péjorativement. C'est un formatage qui est naturel. Voilà, on vient vierge un peu au monde, on va dire ça comme ça, hein, pour rester simple. Mais et après, c'est une feuille blanche sur laquelle est écrit plusieurs idées, plusieurs acquis, plusieurs voilà, connaissances. Et donc, c'est de mettre tout ça dans une boîte pour pouvoir avancer dans la recherche. Et toi, c'est ce que tu fais à chaque fois avec toutes tes vidéos. Donc déjà, franchement, là-dessus, félicitations parce que je sais même pas si j'y arriverai. Et de deux, c'est voilà, c'est de se rendre compte de ça. Et on devrait presque tous limite faire ça, plus ou moins, pas pour des vidéos, pas pour faire des émissions, Dans la vie, dans la vie. Et enfin, ça m'a intéressé. Vraiment, ça m'a. si tu veux, cette posture, elle n'a pas grand-chose de novateur. C'est en fait ni plus ni moins que de la méthode scientifique, si tu veux. C'est-à-dire que l'idée, c'est que, comme tout le monde, on a tous des biais, on a tous des croyances, on a tous des goûts. Il y a un truc très bête, mais euh, un argument qu'on pourrait facilement dire à peu près n'importe quel croyant, c'est dire, bah oui, tu crois en Dieu et en un paradis parce que tu as peur de la mort, comme tout le monde, tu as peur de disparaître et donc tu as envie qu'il y ait un après. On peut légitimement le dire à tout le monde, ça s'entend comme argument. Et puis, de l'autre côté, le croyant pourrait dire la même chose, bah oui, mais toi, tu crois en rien parce que tu n'as pas eu la révélation, tu n'as pas eu ci, tu n'as pas eu un message, donc tant pis pour toi, désolé, j'espère que ça t'arrivera. Dans les deux cas, c'est hyper péremptoire. Donc, on a tous des croyances. Une fois qu'on a dit ça, c'est bien beau, il faut déjà les identifier. Parce qu'en réalité, il y a beaucoup de choses qu'on pense être des croyances, enfin qu'on pense être des acquis de connaissances, qui en fait ne sont pas des acquis de connaissances, c'est des croyances. Je disais tout à l'heure, je crois en le mana. Comme je disais dans ma vidéo, je pense que quand je mets mes mains comme ça, je peux faire circuler une énergie. C'est pas du tout un savoir, c'est absolument une croyance. Même si ça fait aucun doute pour moi. Ça fait aucun doute pour moi, mais je peux pas vous le démontrer, je peux pas vous démontrer ni de près ni de loin que ça soit vrai. Donc, faut essayer de l'identifier. Et pour pouvoir l'identifier, il faut appliquer des méthodes, des filtres et tout un tas d'autres choses. Voir aussi ce qu'on appelle le regard par les pairs, de demander le point de vue de d'autres personnes. Et aussi les gens en désaccord avec soi. Exemple, je vais m'écarter complètement du sujet ésotérique. Vas-y, c'est fait pour. Mais on va aller dans l'histoire, justement. Aujourd'hui, il y a de grands débats pour savoir, par exemple, qui a construit la grande pyramide d'Égypte. Alors, je dis grand débat, mais ça fait pas tellement de grand débat, parce que d'un côté, on a tout un corpus de gens qu'on va appeler
l'archéologie officielle. Mais je dis pas ça de façon péjorative, je dis ça parce que c'est le mot qu'on emploie souvent dans les domaines ésotériques. Donc les archéologues officiels qui nous disent c'est des tombeaux, ici ou ça, tout ça. Puis d'un autre côté, on a un autre clan qui nous dit non, c'est pas possible parce que ça et ça. Ok? Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire que vous dites aux égyptologues ou ci ou ça, non, c'est pas des tombeaux. Ok? Mais c'est quoi alors? Alors on propose des théories. Mais le problème, c'est que les arguments critiques pour dire vos arguments comme quoi ces tombeaux ne tiennent pas, ils sont quand même vachement plus solides que les arguments qu'on propose pour les théories alternatives. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? Ça ne veut pas dire que c'est vraiment des tombeaux. Ça veut dire que les réponses proposées ne tiennent pas la route face à cette première théorie. Donc on est le cul entre deux chaises, encore une fois. Donc, prendre de la hauteur, accepter l'idée des croyances pour l'un et pour l'autre, si je puis dire, et mettre tout ça en commun. Donc, moi, je milite, c'est rare que je milite pour que les archéologues dits officiels et les archéologues dits alternatifs travaillent ensemble. On avancerait quand même vachement mieux à la fin. Mais sous réserve qu'ils soient capables de s'écouter l'un l'autre, ce qui est très, très, très délicat. De s'écouter les uns et les autres et de pouvoir, comme tu dis, peut-être de mettre leurs acquis justement un petit peu en sourdine. Le Alors, rapproche en commun. le rapproche en tout Le cas, rapproche voilà. Ouais. surtout. Le rapproche. Euh, Donc, on pourrait presque aussi résumer en une phrase, hein, c'est comme dirait Gabin Jean Gabin dans la chanson, c'est je sais que je ne sais pas. Finalement, quelque part, c'est de pouvoir dire haut et fort que qu'on soit historien, qu'on soit scientifique. Moi, je me rappelle, j'ai eu une période un peu science et vie, tu vois, bon, bref, je lisais ça comme ça, voilà, sans rien y connaître en sciences. Mais à chaque numéro, tu voyais dans le courrier des lecteurs que finalement, chaque fois ils se trompaient, chaque fois ils se remettaient en... Alors attention, quand on se dit se tromper, c'est aussi une forme de reconnaissance que justement on ne sait pas. Donc déjà quelque part, ça c'est formidable, c'est aussi ouais, c'est une remise en question. Globalement, et cette remise en question est importante. Tu l'as très bien dit dans ta vidéo justement, et j'invite toujours les personnes à aller voir ça après l'interview éventuellement quand ils auront le temps en tout cas, pour un petit peu étayer un peu ce que tu dis aujourd'hui, c'est que quelque part, tu n'es pas la même personne quand tu as commencé ta chaîne. Moi, je Bien suis pas la sûr, et même personne quand heureusement. j'ai commencé. Et heureusement, comme tu dis, il y a une évolution quand même. Il y a quelque chose on a toutes des couches. On est comme des oignons. On a des couches et d'ailleurs, il y en a qui disent on meurt tous les 7 ans et on renaît tous les 7 ans à peu près, hein. Bon, c'est un À peu chiffre près, comme ouais. ça établi, un chiffre magique pour certains, c'est clair. Mais voilà, c'est une forme de renaissance, et c'est tant mieux, comme tu dis. La remise en question, c'est une richesse. C'est justement pouvoir dire, bah tiens, je me suis trompé. Mais ça, mon Dieu, qui ose dire en général, il n'y en a pas beaucoup hein, qui disent je me suis trompé. Ils vont plutôt... C'est pourtant très Ah très oui, important. Ouais. C'est ah vrai que oui. enfin, moi j'ai pris cette habitude de faire tous les 2 ans ce que j'appelle une mise à jour pour dire bah voilà dans telle vidéo j'ai dit ça mais on pourrait apporter une précision ou alors c'était caduque parce qu'une autre source permet d'amener un résultat différent. Donc je fais ça tous les 2 ans parce que d'abord en histoire archéologie parce que ça me semble important euh, où on a une sorte de recherche pas de vérité, c'est pas le bon terme, mais de recherche d'une meilleure compréhension du passé. Donc forcément, la peaufine, on la meilleure. Et je le fais aussi dans l'ésotérisme pour que les gens aient un regard sur ma propre croyance, sur mon propre cheminement, pour éviter de devenir un gourou, entre parenthèses aussi. C'est une façon de dire, bah voilà ce que je pense, voilà ce en quoi je crois, et vous pouvez comparer à il y a 2 ans. Si je deviens complètement cinglé, vous allez le voir au gré des émissions, si je puis dire. Donc c'est intéressant, je pense. Et alors justement, je te parlais là tout de suite, j'évoquais les traditions orales pour y revenir 2 minutes. Est-ce que tu es d'accord si je te dis que bon, l'historien, alors on est d'accord, il se base. Là, je me suis un peu trompé. Je peux le dire maintenant, je me suis trompé quand je disais qu'il ne se base que sur des écrits. Bien entendu que non. Il se base aussi sur l'art. C'est quelque chose de très important. L'art fait aussi partie d'une période, ou en tout cas D'où l'histoire de d'une l'art. Ouais. culture. Voilà. Donc, on le sait très bien, euh, pour certaines factions, que l'art est aussi quelque part des livres ouverts. Il n'y a pas forcément quelque chose d'écrit dessus. C'est simplement que qui saura déchiffrer tel ou tel monument aura compris bah, telle ou telle perception ou tel message que ces artistes ont voulu véhiculer au fil des siècles. Euh, euh, tout comme les hiéroglyphes, on revient toujours avec le même truc, avec Champollion, etc. Le même truc, on l'a pas cru au départ, il a dû se battre aussi pour dire que finalement c'est devenu voilà une vérité. Maintenant, ma question, parce que là c'est pas une question, c'est est-ce que tu es d'accord si je te dis que de toute façon, oui, l'historien c'est bien, mais il doit toujours se baser sur quelque chose de concret.
Là, Oui, oui, maintenant, en tradition orale, si je te dis que maintenant l'histoire nous a dit ça, oui, mais elle nous a dit ça sur quelle base? Encore une fois, c'est une base écrite. Mais s'il n'y a pas justement d'écrit sur tel ou tel sujet, comment fais-tu toi et comment, limite, un historien devrait faire? Bon, là, c'est une grande question, donc mon Dieu. oui, non, je vois ce que tu veux dire. Alors, c'est intéressant ce que tu dis pour l'art parce que c'est la deuxième partie de mon livre à sortir en avril, là, où je traite justement de cette notion de l'art en tant que langage avec les dieux possiblement. Alors, l'historien qui veut tenter de comprendre, imaginons une tradition ésotérique ou même pas d'ailleurs, il se base en premier sur les écrits. Et souvent, ça c'est très critiqué en disant, après tout, c'est pas parce que quelqu'un a écrit ça que c'est vrai. Déjà de un, c'est quand même très important. C'est pour ça qu'il y a deux choses, c'est l'analyse et la critique des sources. Exemple, concrètement, Hérodote nous parle des pyramides, de tout un tas de choses et de à peu près toutes les civilisations de la Méditerranée de son temps. Mais la question centrale quand on étudie Hérodote ou qu'on utilise Hérodote pour quoi que ce soit, c'est de dire pourquoi et à qui et dans quel objectif Hérodote écrit son texte. Parce que si on ne se pose pas cette question-là, et qu'on prend simplement Hérodote comme un écrit qui raconte les événements d'une façon neutre et objective, ce n'est absolument pas le cas. Et là où les historiens ont un avantage, les historiens de formation ont un avantage, c'est qu'ils ont étudié la critique, l'analyse des sources, et notamment savent travailler avec Hérodote, ce que souvent les alternatifs ne savent pas faire. Donc, Hérodote, il écrit pour ses contemporains grecs, dans une pensée grecque supra tout ce que tu veux, qui dit les Grecs sont les meilleurs, on est les plus beaux, on est les plus forts et tout un tas d'autres choses. Le but étant de montrer qu'il y a quand même eu des grandes civilisations avant, mais qu'à la fin, c'est quand même les Grecs les meilleurs. Donc on rehausse le prestige de la Mésopotamie et de l'Égypte dans le but de montrer que les Grecs ont récupéré en gros toutes les connaissances de ces terres oubliées, etc., etc. Donc voilà, on analyse le pourquoi du comment de l'objectif. Et à la fin, on se retrouve avec des murailles de Babylone qui font non pas, comme l'archéologie le prouve, 15 pieds de haut, oui, 15 pieds ouais, de haut, mais avec Hérodote, on se retrouve avec 150 pieds, parce qu'il multiplie par 10, parce qu'il rehausse le prestige de la ville. Il a un objectif à le faire. Voilà. Donc c'est la critique et l'analyse des sources. Ça, c'était pour les textes. La deuxième chose, c'est le matériel archéologique. Les bâtiments, les objets funéraires et tout un tas d'autres choses. Ces objets funéraires, c'est un livre ouvert, de la même façon que les symboles, et donc on va essayer de comprendre pourquoi tel objet se trouve avec telle tombe, comme pourquoi la tombe se trouve orientée de telle façon, pourquoi la tombe est sur la montagne, dans la vallée ou tout un tas d'autres choses. Donc là, on entre dans le sujet après de l'anthropologie par rapport à tout ce matériel. La question étant, et c'est souvent le problème cette fois-ci, la critique que je fais aux historiens ou aux archéologues de formation, c'est que vu qu'ils ne connaissent en général à peu près rien à l'ésotérisme, à l'histoire de l'ésotérisme surtout, ils ne sont pas capables de dire que oui, si la tombe est orientée vers l'est ou vers l'ouest, ça a un sens. Donc, si tu veux, il faut multiplier les matières. L'anthropologue, s'il étudie un contexte funéraire, à mon sens, il doit étudier aussi la mécanique de croyance de ces gens et leur religion, l'ésotérisme et tout un tas d'autres choses. Voilà, tout simplement. Ah, après, je critique, mais il y en a plein qui le font. En réalité, je pense à Mircea Eliade, euh, tout à fait un précurseur dans ce domaine, même Fraser ou j'ai oublié son nom, Howitt, voilà, fin 19e, qui sont des précurseurs dans ce domaine, qui ont collecté les mythes, notamment les traditions orales. Alors maintenant, nos traditions orales, justement. Ces mêmes personnes que j'ai citées, grâce à eux, on dispose aujourd'hui d'une collecte très très importante de traditions orales qui avait lieu. Je pense notamment à Howitt, qui a été un des premiers à collecter les mythes des aborigènes d'Australie, donc des Arunta et de tout un tas d'autres peuples. Ces peuples n'écrivaient pas, et donc leurs rites, leurs traditions, bah, ils se la transmettaient de père en fils et tout un tas d'autres choses. Howitt, quand il arrive là-bas, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il écoute les anciens, il écoute, on lui raconte les légendes, les histoires, et lui, il met tout ça par écrit. Heureusement qu'il l'a fait, parce qu'aujourd'hui, ces mythes ont disparu. Donc on ne pourrait plus les collecter, enfin, pour une bonne partie. Donc, grâce à lui, on les a collectés. Donc, qu'est-ce que dit l'historien de tout ça? Il dit ces mythes peuvent être attestés au moment où Howitt les collecte. Je ne peux pas dire d'autre chose. Maintenant, l'anthropologue, lui, va travailler autrement. Il va dire, ces mythes nous racontent telle allégorie, telle fable, tel serpent qui se lève des eaux pour détruire tout un tas de choses. Et on constate qu'à une époque donnée, il y a eu des événements géologiques qui, du coup, illustreraient un petit peu cette fable. Donc, on va faire des recoupements. Disons, il est probable que ce mythe ait existé sous une forme de proto-mythe avant, comme un événement traumatisant et tout un tas d'autres choses. C'est une lecture possible. Alors là, du coup, ça pose une problématique. C'est pourquoi ça ne nous pose aucun problème de dire que l'histoire du serpent-monde des aborigènes se lève de l'océan et provoque un déluge, mais que ça nous semble totalement impossible quand on étudie les autres mythes.
bah, ça nous parle parce que c'est les aborigènes et qu'on a étudié ça séparément sans contextualiser avec les autres. Bon, ça vous d'autres questions. Ça pour dire qu'une tradition orale doit être étudiée, c'est juste très très dur en fait. Une que tu connais sûrement, c'est la légende de Ours Blanc qui nous raconte la destruction de l'Atlantide et de Mu. Bon, alors ça a été collecté quand? Première question, à peu près dans les années 1970. C'est récent. Oui, oui, c'est tout à fait logique en fait. Donc on a ce récit qui est collecté. Il est collecté dans quel contexte? Bon, ça reste très très obscur. Et ça se base sur quoi juste avant? Bah, ce qu'on s'aperçoit, c'est que cette légende, en fait, c'est un copier-coller des productions littéraires qui existent dans la fantaisie de la même époque. Et dans certains textes de Daniken, etc., qui sont produits juste avant. Donc le truc, c'est que les événements, les éléments qui sont nouveaux dans le récit d'Ourte Blanc, je ne parle pas des éléments qui existaient avant, mais les éléments nouveaux, on les retrouve de la littérature de l'époque. Voilà. Ce qui veut dire que ce récit oral, même s'il est vrai, il est altéré, tout simplement. Dans quelle mesure, dans quelle proportion, etc. C'est vrai que Ça ne veut pas dire faux, hein, ça veut non, dire non, altéré, c'est tout. non, non, bien sûr. Le monde moderne que l'on vit, que l'on est, tous les gens qui nous regardent, on est dans le monde moderne, hein, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. À moins qu'il y ait quelqu'un au fond de sa forêt qui nous regarde, mais bon, ça m'étonnerait et il aurait mieux à faire, je pense. Mais globalement, cette tradition orale, en plus, elle doit être retransmise d'une manière très intelligente. Tu dis qu'il n'y a effectivement pas d'écrit. Il y a plusieurs populations qui l'utilisent, hein, qui effectivement ça se perd. Nous, on serait vite, on virait vite au téléphone arabe en transformant tout. Et déjà, on le voit avec un simple témoignage. Hein, je veux dire, en ufologie, bon, pour revenir sur l'ufologie 2 minutes, l'ufologie, on le sait très bien. On a vu tel ou tel phénomène il y a 10 ans. Maintenant, vas-y pour te rappeler du phénomène en question, si tu n'as pas pris des documents, si tu n'as pas pris de photos, Tout à fait, si tu n'as pas écrit au moment même, si tu n'as pas tout à fait. mis tes ressentis. euh, et et- et- et c'est là aussi où je veux en venir. Là, je fais juste une aparté, ça, Ouais. puisque toi, tu vas parler d'histoire de l'art quelque part Oui, complètement, oui. dans ton prochain bouquin, ce sera intéressant et je suppose que tu as un chapitre dédié à ça. Moi qui fais un peu d'histoire de l'art à l'école, ça m'a toujours fait marrer, en fait, tous ces analystes de peinture. Alors oui, il y a des règles, bien sûr, il y a des lois universelles en peinture, etc., en règles, en perspective, en tout ce que tu veux, en profondeur de champ, comme on fait dans le cinéma, en fait, comme on fait dans la photo. Tout ça, c'est bien entendu, c'est acquis, ça existe. Mais là où je veux dire, c'est après quand tu commences l'interprétation de ce que le peintre a voulu véhiculer. En fait, t'en sais Oui, rien. oui, c'est ça. T'en sais rien, je suis Complètement. désolé. Là, j'ai envie complètement de dire, taisez-vous, quoi. Vous n'étiez pas le peintre. Astrologiquement, vous n'étiez pas son signe astrologique, parce que là, je pousse un peu le bouchon, mais pour ceux qui me comprennent, Oui, oui. un poisson, on va pas peindre de la même manière qu'un sagittaire. Si on fait le même tableau, il va l'interpréter selon son signe. Enfin, bon, bref, là, à mon avis, on perd des auditeurs, mais globalement, tous ces analystes, parfois, devraient prendre ce recul. Tous ces historiens, justement, devraient prendre ce recul Complètement. aussi. Mais certains le font, certains le font. Parfait. Si tu veux, justement, par rapport à ça, mais juste un tout petit point sur la tradition orale. La tradition orale, voilà, encore une fois, il ne s'agit pas de la nier, il s'agit de la prendre pour ce qu'elle est. Apparemment, ce qui est intéressant dans la tradition orale, c'est que on a ce qu'on appelle dedans une sorte de proto-mythe, une sorte de cœur du mythe, et tout le vêtement. C'est un peu comme si tu prenais l'archétype du déluge, en tant que tradition orale, le cœur, c'est destruction par l'eau, et tout le vêtement autour avec le petit récit qui l'habille, lui, il évolue, il change, mais comme si tu avais ce protomythe, lui, comme une graine qui traverse le temps. Et ça, on peut l'illustrer très bien avec un truc qui n'a rien à voir, c'est le mythe des vampires. Le mythe des vampires et des revenants de façon plus large, on voit que ça a toujours existé. Le cœur, c'est la peur du retour des morts. Ça, c'est le protomythe. Il existe depuis toujours. Et le vêtement qu'il habille, les noms, les petites légendes, les trucs qu'il combatte, etc., lui, il change. Mais on a ce protomythe au centre. Et ce qu'il faut, c'est l'identifier, bien sûr, et l'isoler. Maintenant, pour l'art, je prends un exemple pour illustrer un petit peu ce que tu disais. C'est les mains dans les grottes d'art pariétal. Pourquoi les gens mettent une main sur un mur? On peut sortir des milliers d'explications possibles, mais qui tiennent la route, il n'y en a pas 50 000 en réalité. Souvent, dans l'histoire de l'art, ce qui est enseigné, c'est bah oui, ces gens voulaient marquer leur présence, comme les gamins font dans le sable, dans tout ce que tu veux, marquer leur présence. C'est pas faux. Mais là, une deuxième question, c'est que tu dis, nous n'avons pas de tête, donc nous ne pouvons pas savoir exactement, et de façon
empiriques ce qu'ils ont voulu faire. On accepte l'incertitude. C'est difficile d'accepter l'incertitude. Maintenant, quand on fait une étude ésotérique, on se dit, on est dans une époque où les gens ne font pas la barrière entre le mystique, entre le réel, etc. Il n'y a pas de séparation qui existe. Il n'y a pas de séparation entre le politique et le religieux, par exemple. Donc, ce qui veut dire que tous les éléments de la vie courante, sur un plan anthropologique, sont de nature religieuse. Donc, il veut dire que un enterrement est de nature religieuse, une élection est de nature religieuse, une chasse est de nature religieuse, un mariage aussi, et donc une main dans une grotte peinte, c'est aussi un élément religieux. Ça, c'est un fait anthropologique. Maintenant, tu prends tous les symboles des mains qu'on trouve dans les domaines de l'ésotérisme, et on peut en citer plusieurs. La main de Fatma, symbole de protection. La main de gloire, symbole de pouvoir. Et tout un tas d'autres choses. Et tu te dis, quel est ce qu'ils ont voulu dire avec cette main? Mais c'est pas forcément que dire j'étais là. Donc ça, c'est un chapitre du livre, en l'occurrence, sur la main. Mais c'est magnifique parce que voilà, enfin en tout cas ce bouquin, on en reparlera. Enfin, tu en reparleras sur ta chaîne et je partagerai bien les informations dès que tu auras sorti ce livre. Je mettrai de toute façon le lien ici en description. Mais vraiment, ça c'est génial. Vraiment, ça m'intéresse beaucoup parce que voilà, j'ai toujours été, il y a toujours eu ce petit manque, si tu veux. En fait, on a l'impression que finalement un historien c'est comme s'il y avait une pièce du puzzle qui lui manquait en fait, ou alors qu'il ne veut pas voir, ou alors on lui a peut-être interdit aussi selon son cursus, peut-être selon certaines, tu sais, comment ça fonctionne. On peut pas tout dire non plus dans certaines catégories de connaissances. Un historien qui commencera à s'intéresser à l'ésotérisme, il va peut-être se faire critiquer par ses pairs, par les autres historiens, il va être peut-être mis à mal parce qu'il est. Mais non, là tu es en train de salir quelque part En notre fait, c'est très facile à ouais. voir, Mm. et je vais le dire avec beaucoup de bienveillance pour les historiens et archéologues avec lesquels je travaille. Mais il y a un élément encore plus simple à tout ça, c'est que si tu prends une étude historique, je ne sais pas, imaginons, euh, des débuts de la civilisation, par un occidental qui vient d'un bon moule occidental, il va te sortir son livre. Et si tu prends le même travail fait par un historien archéologue chinois de l'époque contemporaine, ce ne sera pas du tout les mêmes résultats dans ce bouquin à la fin. Pourtant, ils ont les mêmes données, les mêmes sources, les mêmes méthodologies, entre parenthèses. Et pourtant, le travail sera totalement différent à la fin. Pourquoi? Parce qu'on a tout un tas de biais culturels, tout ce qu'on en veut, qui fait que l'historien et l'archéologue n'est pas immunisé, tout comme ni toi ni moi ne le sont d'ailleurs. Donc, encore une fois, c'est important le recoupement, etc., perpétuellement la remise en cause, qu'on ne le veuille pas. Que les historiens archéologues, dans leur formation, aient un certain moule, et que ce moule peut avoir des facteurs limitants, bien sûr, et certains d'entre eux le reconnaissent. Moi, je remarque que j'ai pas mal de jeunes en cursus qui sont en études d'histoire, qui soient en licence ou en master, ou même parfois plus, qui me sollicitent sur un domaine divers ou varié. Et pourtant, j'ai la certitude, l'absolue, que dans 5 ans, quand ils seront diplômés, ils me détesteront et que je serai le symbole de tout ce qu'ils détestent. Tu vois ce que je veux dire? Ce qui est logique. Ce qui est logique. Puisqu'il y a des sortes de frontières un petit peu imaginaires qui existent dans toutes les matières. L'histoire n'est pas immunisée, bien évidemment. C'est comme la politique et tout un tas d'autres sujets, si tu veux. Et je pense que le travail du bon historien est de s'émanciper de ses propres barrières. Et il y en a plein qui y arrivent. Mais parfois, ils le font plus ou moins discrètement, plus ou moins tout ce qu'on veut. Mais, et toujours pareil pour lancer la barrière, de l'autre côté, on a des gens qui ne veulent pas se former en méthode historique. Et du coup, qui sont incapables d'analyser ou de critiquer une source, qui savent pas faire. C'est tout. Quand j'entends des absurdités dans certains films documentaires, je ne cite pas, parce que je n'ai pas envie de mettre le... Voilà, mais qui nous dit qu'il n'y avait aucun temple grec qui existait au 5e siècle avant Jésus-Christ, tu entends ça dans un documentaire, la personne se prétend d'un travail historique, c'est risible. C'est risible. On entre dans le domaine de l'absurde, où on critique les archéologues, mais qu'on n'est pas fichu de savoir comment ces gens travaillent et sur quoi ils s'appuient. Donc, du coup, voilà quoi. En tout cas, moi, je trouve ça génial, ta méthode de recherche aussi, parce que bon, ça me parle beaucoup pour les gens qui me connaissent pas d'avant YouTube. Je faisais des conférences, on en parle justement hors antenne, des conférences sur le paranormal, les mondes invisibles, etc., etc. Pardon. Et notamment sur le phénomène des orbes. Petites boules en passant, qu'on voit sur les photos, sur les vidéos, etc., etc. Et j'avais commencé un peu ce travail, alors sans prétention, pas comme toi tu le ferais, mais avec les outils que j'ai, avec disons, mon ouverture d'esprit, et puis surtout peut-être ma volonté aussi de creuser, parce que ça aussi,
Ça fait partie un peu du truc. Est-ce qu'on veut creuser plus loin? Est-ce qu'on veut pas tomber sur un os? Est-ce que quelque part, là, c'est pas une question, mais aussi, est-ce que, en faisant ces recherches, est-ce que j'avais pas envie, est-ce que j'avais peur, pardon, de tomber sur quelque chose qui allait complètement effondrer ma théorie? Alors ça, c'est peut-être aussi possible, ça fait peut-être aussi partie du cherchant. Bref, petite parenthèse fermée. Et donc, effectivement, sur le phénomène des orbes, ben, on va souvent du côté du Japon parce que le phénomène, ben, comme tu vas sûrement en parler dans tes prochaines vidéos, enfin, prochains projets, pardon, c'est que la question chez eux, c'est comme en Islande, c'est comme dans tous ces pays nordiques, chez nous, en Europe, la question un peu de l'invisible disons, s'explique. Alors, elle s'explique pas forcément facilement chez eux, surtout dans les grandes villes, encore une fois, comme d'habitude. Mais pour eux, la question, voilà, ça existe, point à la ligne, ça fait partie d'une culture, ça fait partie. Ce sont même des faits. Il y a même plus à poser la question, les fantômes sont là autour de nous, etc. Bref. Et donc, j'avais trouvé un document, c'est vraiment génial. C'était donc que tu es déjà certainement tombé dessus, et je mettrai illustration ici pendant que je suis en train de parler, de cette gravure du XVIIe siècle, je crois, ou XVIIIe siècle, pas plus tard, hein, d'un petit flagelle qui sort d'une maison. En fait, c'est très connu, c'est vraiment une petite boule comme ça, une sorte de Oui. spermatozoïde, on pourrait dire. Tu l'as déjà certainement vu. Et donc, c'est vraiment une petite boule comme ça avec un petit flagelle et qui sort vraiment de la maison. Et vraiment, en plus de ça, je crois qu'il la nomme âme, quelque chose. Je crois que c'est Onigi, Oniri, je ne sais plus bon, comment ça se prononce. Euh, et donc voilà, je me suis dit, alors comme tu disais effectivement dans ta vidéo que je mettrai en lien, je suis parti du postulat que, tiens, cette illustration, enfin en tout cas cette gravure représente bah, pour moi une âme. En plus, je crois même que c'est le titre justement de la gravure. Et j'en ai conclu que, tiens, ben, finalement, oui, orbe, âme, apparemment, avec quelque chose de sphérique. Il y a toujours cette notion de sphère. Enfin bref, je suis parti dans tous ces trucs-là, et je me suis cantonné enfin, je me suis pas justement cantonné à un savoir. J'ai essayé de voir où est-ce que on associe la sphère à une âme, ou en tout cas à un esprit vagabondant, que ce soit coincé entre deux mondes, que ce soit bienveillant ou pas. Et en Australie, d'ailleurs, je suis tombé aussi sur des mosaïques hein, assez connues aussi, avec des cercles, etc. Bon, eux, ils prenaient des substances, machin. On peut y revenir, mais ce qui est intéressant, c'est voilà, c'est ça que je vais illustrer. Je vais essayer d'être court parce que c'est vraiment de pouvoir pas de pas se cantonner à un savoir. C'est de surtout sortir de sa zone de confort, de ne pas avoir peur, je pense, de tomber justement sur quelque chose qui va peut-être complètement débunker votre croyance. Et je pense que c'est ça aussi l'ouverture. C'est de se dire, OK, bon, bah, j'avais tort. On en reparlait hein, de la remise en question. C'est de dire j'avais tort, et OK, mais c'est pas pour autant que c'est pas intéressant. Je veux dire, si on peut présenter le sujet en disant, ben, vous voyez, pendant des années, je vous ai vraiment raconté de la merde, hein, disons-le en français, mais peu importe, c'est simplement d'avoir cherché. C'est Celui cheminement. qui ne cherche pas, il ne trouve pas. Et celui qui fait que se poser des questions, bah, il est juste passif. C'est même un peu dommage. En fait, j'ai presque envie de dire, c'est gratuit, on a Internet, on a quelques bibliothèques, mais enfin sur Internet, il y a tellement, tellement, tellement de choses, on peut tellement trouver, on peut vraiment creuser et aller au fond du terrier, comme on dit souvent. On peut trouver effectivement tout et n'importe quoi, ça c'est la phrase facile, mais justement ce tout et n'importe quoi, c'est pas péjoratif, ça vous permettra justement d'avancer, de faire votre propre idée. Et donc là, pour le coup, ce serait un message qu'on pourrait dire aux historiens, mon Dieu, faites preuve d'ouverture d'esprit. Encore une fois, on vous demande pas de dire que ce à quoi vous ne croyez pas est une vérité ou un mensonge. C'est simplement le fait de pouvoir l'exposer. En tout cas, chapeau à toi parce que, encore une fois, dans ce monde où on en discutait aussi hors antenne, dans ce monde où tout est critiqué, surtout avec Internet, on le sait très bien, c'est tellement facile d'être derrière son clavier et de mettre un avis comme ça à la va-vite en expert qu'on n'est pas. Je veux dire, là, il y a quand même un travail qui est fait. Ça te prend des heures, je suppose, en plus, pour faire chaque vidéo. Enfin, c'est un travail de fou, quoi.
Bah, bref, Oui, bah, j'arrête de après, parler. c'est mon métier à temps plein, donc c'est aussi un engagement d'essayer de faire un travail sérieux. Après, pour ce que tu sais, c'est intéressant pour ces histoires d'or, bah, alors, sans prétention d'apporter une réponse, loin de là. Mais en revanche, le fait que ça soit plus fréquent, par exemple, dans le pays du Japon, pays que je connais assez bien, dépend aussi de leur moule culturel religieux. C'est-à-dire que, vu que les deux religions du Japon sont le bouddhisme et le shinto, et surtout qu'ils sont largement entrés en syncrétisme, donc si on s'arrête au Shinto, c'est une religion, une croyance de type animiste. Donc, où on a encore une sorte d'omniprésence du surnaturel dans la vie courante. Or, dans notre moule franco-belge, si je puis dire, nous sommes de culture et de religion chrétienne. Et même si les superstitions, les croyances populaires et le folklore se sont maintenus pendant très très longtemps, je serais tenté de dire que le XXe siècle leur a donné le coup de grâce. Donc, si tu veux, je pense que ces phénomènes auraient été aussi fréquents, probablement, hein. Je dis probablement, mais non, en fait. Encore une fois, je renvoie à Claude Couteau et tout ce travail sur les apparitions, les revenants et tout un tas de choses, des faits, tout ce qu'on veut, période médiévale, et on en a autant de témoignages, en fait, en réalité. C'est juste qu'aujourd'hui, on ne les voit plus. C'est pour amener des questions, ça, aussi. On ne les voit plus parce qu'on n'y croit plus, parce qu'on n'a plus cette foi, justement, et, Peut-être, oui, et, peut-être. puis et puis peut-être surtout aussi parce qu'on nous interdit, encore une fois, de penser tout haut. Oui, peut-être, oui. Finalement, ta croyance pour toi et Oui, de toute façon, c'est un truc que j'insiste hein, mm, pour tout le monde, que ce soit pour moi ou mm, pour les autres, d'ailleurs, c'est la liberté de croire. On a le droit de complètement, croire oui, en ce que l'on veut. oui. Ça, c'est pas illégal. En revanche, au possible, on évite d'imposer sa croyance à l'autre. Et surtout, on évite de l'asséner comme vérité absolue. Parce qu'une croyance est une croyance. Et je parlais de mon énergie du qui tout à l'heure. Bah, bien malin celui qui pourra le prouver. Et ça n'empêche pas que j'y crois. Mais je suis pas là pour me dire aux gens, c'est vrai, ça existe. Je suis en train de vous dire, voilà, il y a des gens qui définissent cette énergie de cette façon, comme ça, comme ci, comme ton truc, et moi je le définis comme ça à la limite. Mais ce n'est pas un fait, c'est juste une croyance. C'est peut-être pas un fait, mais en tout cas, il faut pas s'interdire de le dire. C'est ça aussi. Ah bah on a le droit de croire, Voilà, c'est je surtout, revendique voilà. le droit de croire à ce que je veux. Et ça, je sais que tu ne le prônes absolument pas, cette interdiction. Bien au contraire, tu as une ouverture justement d'esprit formidable. Et voilà, encore une fois, bah, il est demandé quelque part, si on a quelqu'un en face de soi qui a une ouverture d'esprit comme la tienne, eh ben, d'être ouvert également d'esprit pour entendre bah, d'autres vérités, peut-être d'autres sentiers, hein, comme je dis à chaque fois, et de s'ouvrir tout simplement, de ne pas se fermer, de ne pas dire non, c'est faux, machin. Enfin, tout ça, c'est des petites Et guéguerres débiles. accepter aussi, je pense que c'est fondamental, c'est accepter de dire qu'on ne sait pas. Hein, on peut ne pas avoir de réponse à une problématique. Il y a des choses qu'on ignore totalement. Euh, voilà, plein de choses qu'on peut expliquer sur le plan historique ou autre, mais il y a des grandes questions de l'histoire dont on n'a pas la réponse aujourd'hui. Et c'est pas un crime, hein, on le veuille ou pas. Parce que qui sait qu'on ne les aura jamais, les réponses. Donc, Bah, peut-être qu'on les aura jamais, mais pour entrer dans du pragmatisme pur, le linéaire A des Minoens, première écriture de l'île de Crète, on ne le décode pas. Ça, c'est un fait absolu qui fait qu'on ne sait pas. Et donc, bah, quand on saura, ça nous apprendra de nouvelles choses, mais en attendant, bah, on peut gloser autant qu'on veut, on n'en sait rien. Et voilà, c'est tout. ben, ça pourrait conclure cette émission, mon cher Ludovic. Est-ce que tu veux plutôt nous parler bien encore une fois, de ce projet de livre. Donc, tu as déjà un premier bouquin, c'est ça, hein? Oui, oui, mon premier bouquin traitait donc d'histoire et des mythologies des civilisations de la haute antiquité et de la proto-histoire. Donc en gros tout le chemin des civilisations entre moins 10 000 et on va dire moins 1200, une date très importante. Donc là c'est un essai historique. Et là le deuxième livre, bah, il est fini d'écrire, hein, il est chez l'éditeur, hein, c'est la date de publication est prévue au 12 avril. Et il va traiter des traditions initiatiques, des rites d'initiation au cours de l'histoire avec plusieurs apports. En fait, l'idée, c'est de prendre l'idée du rite initiatique ou de la tradition ésotérique, mais pour y répondre, on va l'étudier sous 7 prismes différents. L'idée, c'est, on va l'étudier sur le plan de la croyance, l'étudier sur le plan des symboles, de l'architecture et des langages. On va l'étudier sur le plan de l'histoire, hein, aussi, comment ça évolue. L'étudier sur le plan des mythes, c'est-à-dire quels sont les archétypes mythologiques qui sont mis en avant, et tout un tas d'autres choses, bien sûr. L'idée, c'est de faire une autopsie, si je puis dire, du processus initiatique dans l'histoire. Alors, ça nous amène aussi bien dans les rites vaudous et de la Santeria des Caraïbes, ça nous amène dans la franc-maçonnerie, chez les Rosicruciens, les martinistes, les cultes à mystère de l'Antiquité, le chamanisme de la proto-histoire, l'Égypte, la Mésopotamie. On va voyager un petit peu pour essayer de faire cette autopsie, bien sûr, mais aussi de trouver le protomythe, c'est-à-dire le schéma invariant qui est commun dans ces traditions. Voilà.
En tout cas, on pourra dire une chose, et ça, pour l'avoir justement un petit peu expérimenté pour ces conférences que je faisais, et toi, tu dois c'est au quotidien que tu le rencontres. Finalement, il y a des liens partout sur toute la Terre avec toutes les cultures. Regarde ce fameux serpent, on va pas y revenir, mais ce fameux serpent aborigène, on le trouve dans toutes les autres cultures, en Chine, etc. Je veux dire, en Amérique du Sud. Je veux dire, donc quelque part, cette non-ouverture d'esprit, j'ai presque envie de dire que c'est complètement débile. Alors, attention, hein, quand même, je mets juste un petit bémol. Ce que tu définis là, c'est qu'en fait, souvent, on n'utilise pas les mêmes mots dans le domaine de l'ésotérisme et dans le mot de l'histoire. Dans les adeptes de l'ésotérisme, on va parler d'un mythe archétypal commun à tout le monde, ou d'un mythe premier, alors qu'en fait, en histoire, on va s'appeler le terme de protomythe. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée du déluge, souvent, les ésotéristes ont pour habitude de dire, oui, il y a eu un déluge, la preuve, il y a plein de mythes du déluge, et puis l'historien va dire, bah non, peut-être pas, pas de preuve qui le montre. En revanche, sur ce même mythe, ils vont parler d'un protomythe, chercher l'embryon du mythe d'origine. Donc en fait, les deux l'étudient, c'est juste qu'ils n'emploient pas les mêmes mots, et tu le sais très bien, c'est quand un Allemand parle un Espagnol, ils ne se comprennent pas. Eh ben non, Sauf s'ils apprennent le langage de l'autre. c'est de la sémantique, voilà, c'est ça. Ouais, ouais. Ouais. Bah donc déjà, encore un autre problème qui est mis là en place bah, pour essayer de se comprendre. Mais bon, peut-être qu'un jour on y arrivera, hein, mon cher Ludovic. C'est ce qu'on espère en tout cas. On essaie. C'est une unicité et puis qui nous fera avancer tous finalement vers non pas peut-être une vérité, mais en tout cas plusieurs vérités, mais qui se rejoignent de toute façon. Voilà, ça c'est en tout cas mon avis. Mon cher Ludovic, grand merci. Donc on sera au rendez-vous pour ton bouquin. J'invite les gens à aller visiter ta chaîne. À mon avis, s'ils la connaissent déjà, hein, mais bon, on sait jamais. Arcana, donc Arcana, les mystères du monde. Je mettrai de toute façon tout ça en lien comme d'habitude. Le premier bouquin aussi de Ludovic. Je mettrai tout ça en lien et eh bien rendez-vous le 12 avril pour la sortie de ton deuxième ouvrage. En tout cas, félicitations pour ça et parce que c'est vraiment beaucoup de boulot. Et donc, allez supporter Ludovic parce que voilà, ça vaut vraiment la peine. C'est un travail assez unique que tu fais, je crois, sur YouTube en plus, on peut le dire. Et donc, dans le monde francophone, encore plus d'ailleurs. Et donc, grand merci pour ça. Grand merci pour ta venue, ton temps passé avec nous, avec les Sentiers du Réel, avec les auditeurs. Et donc, de toute façon, on leur dit à tout bientôt pour une toute nouvelle vidéo la semaine prochaine. N'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner, de bien activer la petite cloche sur toutes les notifications, sans quoi YouTube ne vous donnera absolument plus de nouvelles. C'est comme ça que ça fonctionne depuis des années. Je le répète tout le temps, mais voilà, hein, la répétition fait qu'un jour, on va comprendre. Et j'ai aussi une cagnotte Litchi, si vous voulez un peu supporter les Sentiers du Réel, ça ferait plaisir. Et tout est expliqué aussi pourquoi. Donc tout ça en description, mes chers amis, je tape sur mon bureau comme toi tu fais aussi. Et donc, eh bien écoute, Ludovic, encore une bonne année 2023, plein de projets, plein de vidéos, et on sera au rendez-vous en tout cas pour, ça m'intéresse beaucoup, l'ésotérisme en Asie, je serai au rendez-vous quoi qu'il arrive. Grand merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. À tout bientôt. Ciao ciao. Bonne soirée à tous et merci beaucoup. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez participer à l'évolution des Sentiers du Réel, vous pouvez faire un don sur ma page Tipeee dans ce lien-ci ou dans la description. En tout cas, merci d'avance et à la semaine prochaine.